Le quorum est atteint, puisque quasiment tout le monde est présent. En secrétaire de séance, je vais vous proposer M. Thierry Lemaire, s'il y a des oppositions. Donc, Thierry Lemaire, secrétaire de séance. Comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole pour compléter les réponses si jamais le besoin s'en fait sentir. Mademoiselle Moine, on va vous remettre un courrier pour vous donner maintenant. Correspondant à des choses que vous m'avez demandé, donc vous en prendrez connaissance. C'est pour vous fixer un rendez-vous pour vous mettre les documents. Il y a une nouvelle règle qui a été adoptée au niveau du CGCT, donc du Code général des collectivités territoriales. Nous avions avant, dans les 8 jours qui suivaient la séance, un compte rendu succinct et un procès verbal par la suite. Le compte rendu disparaît et on a 8 jours pour afficher le procès verbal. Voilà. Donc ça simplifie un petit peu les choses. Après, le PV c'était un morceau un petit peu plus long. Donc les services s'appelleront dès le lendemain du conseil à rédiger le PV, puisque dans les 8 jours, il faudra qu'il soit affiché. Voilà, une petite nouvelle. On va passer à notre ordre du jour. Le premier point, comme traditionnellement, c'est l'adoption du PV du dernier conseil. Donc c'était celui du 29 juin, vous l'avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres. C'est électronique, hein, évidemment, parce qu'on va tout en dématérialisé aujourd'hui. J'ai pas eu de réflexion avant. Y en a-t-il en séance? Pas de remarques? Juste une remarque, c'est que comme la dernière fois et les fois dernières, le PV est très succinct. C'est pourquoi je vais voter contre. Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Bien, je vous propose que l'on passe à l'approbation de ce procès verbal. Donc, y a-t-il des votes contre? Donc, 3 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, on va poursuivre notre ordre du jour et le rapporteur, c'est Sébastien Beck, sur une délibération sur la communauté de communes. Sébastien, c'est à toi. Oui. Alors, projet de délibération conseil municipal d'aujourd'hui, avis sur la modification des statuts de la communauté de communes Plaine et Mont de France. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-20, vu la délibération numéro 053-2022 du 4 juillet 2022 du Conseil communautaire approuvant la modification des statuts de la communauté de communes Plaine et Mont de France, considérant que l'entrée en vigueur de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a supprimé le bloc de compétences optionnelles, ce qui entraîne le reclassement des compétences eau et assainissement dans les compétences obligatoires au 1er janvier 2020, considérant que la préfecture a émis des observations invitant la collectivité à rédiger ses compétences obligatoires conformément au libellé des dispositions de l'article L.5214-16 du CGCT, considérant qu'il appartient aux communes membres de se prononcer en leur conseil dans les 3 mois qui suivent la notification des modifications des statuts. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, approuve le projet de statut modifié de la communauté de communes Plaine et Mont de France, autorise le maire ou toute personne habilitée par lui à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Alors, deux explications, enfin une petite explication rapide. Juste pour vous dire que, en fait, pour notre communauté de communes, ça ne change absolument rien du tout. Puisque dans les statuts des intercos, vous aviez ce qu'on appelle des compétences obligatoires et des compétences optionnelles. C'est-à-dire que les compétences obligatoires, chez nous, elles dataient du district, hein, donc il y a très longtemps, de la création de la première interco. Et dedans, on avait l'eau et l'assainissement, déjà, qui étaient des compétences normalement optionnelles. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de les prendre, mais notre interco les avait pris depuis bien longtemps. Donc elles sont passées dans le bloc, elles sont passées du bloc optionnel au bloc obligatoire. Donc si effectivement c'était des compétences que nous n'avions pas saisies par l'interco à l'époque où elles étaient optionnelles, il aurait fallu là
qu'on les applique. Mais comment on les appliquait déjà, ça ne change rien. Simplement, le préfet a juste demandé à l'intercommunalité de se mettre en conformité avec la loi et donc dans ses statuts de bien réécrire que ce qui était optionnel était devenu obligatoire. Voilà, tout simplement. Y a-t-il des prises de parole? On peut passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, cette délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Alors, on va continuer notre ordre du jour. La délibération suivante, le rapporteur, c'est Lisa Guinou. Et vas-y. Acceptation du reversement de la somme de 5 000 € par l'association des Amis du Front Embrumé. Le Code général des collectivités territoriales, considérant que par délibération en date du 16 septembre 2021, la collectivité a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 5 000 € à l'association pour la préparation du concert Cover Queen. Considérant que l'association a reçu le soutien de nombreux mécènes pour ce projet et qu'elle a décidé de restituer à la collectivité la somme de 5 000 € correspondant à la subvention exceptionnelle versée en 2021. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le reversement de la somme de 5 000 € par l'association Les Amis du Front Embrumé, précise que cette somme sera inscrite au compte 7713. Merci Lisa. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Juste, on avait bien expliqué que c'était une avance de fonds, puisque sur ce type de manifestation, il y a des dépenses à avoir avant. Donc on avait bien, la question nous avait été posée d'ailleurs, en demandant à quoi ça correspondait. On avait bien dit que ce n'était pas une subvention, mais une avance de fonds. Donc celle-ci était remboursée aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a... On peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, donc la délibération est adoptée. Merci. La délibération suivante. C'est Thierry Lemaire, le rapporteur. Demande de subvention. Demande de subvention pour la construction d'un accueil de loisirs sans hébergement maternel auprès de la caisse d'allocation familiale. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement maternel, considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès de la caisse d'allocation familiale, considérant que le montant total prévisionnel de ce projet est le suivant, montant hors taxe de l'opération 1 890 945 €, TVA 378 189, total TTC 2 269 134. Le financement de cette opération serait le suivant. Région, contrat d'aménagement régional, subventionné à 50% d'un montant retenu hors taxe de 1 650 000 € à solliciter, donc 50% 825 000 €. Département, fonds d'aménagement communal, subventionné à 40% maximum des dépenses, à solliciter 220 000 €. Caisse d'allocation familiale, fonds locaux investissement 2022, à solliciter, la répartition finale sera établie par la CAF. Le montant demandé 133 000 €. Caisse d'allocation familiale, fonds nationaux, plan maître à solliciter 140 000 €. Total des subventions à solliciter 1 318 000 €. Part restant à la charge communale 572 945 €, dont fonds propres à hauteur de 505 945 € et part au zéro de la CAF à hauteur de 67 000 €. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'opération présentée pour un montant total de 1 890 945 € hors taxe, soit 2 269 134 € TTC. Décide d'inscrire au budget de la commune la part restant à sa charge, s'engager à ne pas commencer les travaux avant d'avoir l'accusé de réception de la notification de la subvention et de l'accord du prêt de cette demande auprès de la CAF au titre de l'investissement. S'engage à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans. Mandate M. le maire pour déposer le dossier de subvention et de demande de prêt au titre de l'investissement auprès de la CAF. Mandate M. le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de cette opération. Merci Thierry. Donc quelques précisions. Vous voyez que là pour l'instant, ça c'est une délibération pour la CAF. Donc il y aura les autres délibérations pour les autres demandes de subvention en temps et en heure. Donc vous voyez pour la CAF, c'est à 3 étages. Hein. Il y a une partie investissement, une partie plan mercredi et une partie plan prêt à taux zéro. En fait, le subventionnement de la CAF, ce sera 133, 140 et 67, l'ensemble. Est-ce qu'il y a des prises de parole?
Oui. Dans le document qu'on a reçu sur la présentation, il y avait bien expliqué, monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de construction d'un accueil sans hébergement. Du coup, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ou avoir des précisions sur cet accueil avant de se positionner sur la subvention? Alors, c'est un bâtiment que l'on avait explicité dans le programme de la campagne, qui était un des 3 projets principaux à arriver. Donc, c'est un bâtiment qui se situe accolé à la cantine de Vivaldi et qui se trouve en face du centre de loisirs primaire. Ceci pour sortir le centre de loisirs maternel de l'école Vivaldi, puisqu'aujourd'hui le centre est dans des locaux scolaires. Et donc ces locaux sont bien, voilà, ils sont normes, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas la fibre que l'on veut leur donner sur le côté amélioration de l'accueil des enfants. Voilà. Donc ce sera un bâtiment qui sera en bois, donc qui sera aux dernières normes écologiques, ce qui va nous permettre, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la subvention, de solliciter un surplus à un moment. Je ne sais pas si on peut la détailler là, mais il y a des endroits où on sollicite des surplus. Ah, c'est dans le courrier de la CAF, voilà. Parce qu'on a des subventionnements qui s'arrêtent, et quand c'est dans certaines normes, clac, il y a des fois 10% de plus ou 50 000 de plus, ou le plafond change si le bâtiment est dans l'air du temps, dans le côté écologique. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est au chiffrage du bâtiment, parce qu'il faut bien avoir une base pour pouvoir demander les subventions. Et donc on démarre. Alors pourquoi on a fait la CAF là, les autres vont arriver dans les conseils d'après. Pourquoi on a fait la CAF là, c'est parce que la CAF nous a demandé de le faire assez rapidement, puisqu'on va changer de mode de fonctionnement avec la CAF. Vous saviez qu'on avait ce qu'on appelle un CEJ, un contrat enfance-jeunesse, qui était rattaché à l'intercommunalité, qui a la compétence petite enfance, c'est-à-dire les crèches 0-3 ans, et qui après laissait la compétence aux communes. Donc c'était l'interco qui pilotait le CEJ, et qui derrière, chaque commune pilotait par le biais du CEJ, mais indépendamment de l'interco, ses indemnités, enfin, oui, le versement de la CAF et les indemnités qui correspondent aux activités et aux heures qui sont proposées aux enfants directement par la commune. Or, ce système-là va changer, donc c'est toujours les communes qui toucheront l'argent directement, ça ne transitera pas par l'interco, mais on avait une certaine autonomie, c'est-à-dire que quand on travaillait sur des modifications ou sur des changements dans la partie du CEJ qui concernait notre commune, on le faisait directement avec la CAF. Aujourd'hui, la CAF recentre sur ce qu'on appelle un contrat territorial général, un CTG, un contrat de territoire général, juste comme ça, CTG, et donc c'est l'interco qui pilotera. Alors les versements seront toujours aux communes, mais il y aura une réflexion globale au niveau de l'intercommunalité. Sur les prestations existantes, la CAF nous a assuré qu'elles ne seraient pas modifiées, pas diminuées, etc. Que c'était un regroupement pour justement permettre d'avoir des projets à long terme et des visions un petit peu différentes de ce que l'on pouvait voir aujourd'hui. Donc comme ça va changer là au 31 décembre, donc ça va arriver assez rapidement, et que ça aurait été à cheval, puisque notre demande de subvention, nous le bâtiment, logiquement les travaux, enfin la fin des études, les permis et le temps de démarrer les travaux, ça s'étalera sur 2023, 2024, voire 2024-2025, suivant la vitesse, hein, on ne sait jamais à quelle vitesse on va nous répondre sur les subventions. Donc ils nous ont demandé de faire ces demandes-là pour que ce soit figé pour eux dans le marbre et qu'on n'ait pas à y revenir par la suite. Voilà, voilà la raison. Et c'est sur la base d'une étude, une étude proposée sur un bâtiment avec, j'imagine, un métrage, avec un nombre de pièces, un nombre de volumes, des choses qui existent. Ah oui, de toute façon, nous, en interne, on l'a fait travailler par nos services petite enfance. C'est-à-dire que nous, on a mis un cadre sur la taille, le nombre de places, etc. Sur tout ce qui est après aménagement intérieur et construction, proprement parler, on a fait travailler nos services, parce que rien ne vaut mieux que nos directeurs et nos agents qui sont au plus près des enfants tous les jours pour nous dire il nous faut la toilette là, dans cette pièce-là il nous faut du chauffage au sol, dans celle-ci il nous faut ci, il nous faut ça, voilà. Hein, de façon à ce que ce soit le plus opérationnel possible et surtout le plus abouti.
puisque personne n'a la science infuse dans chacun de ces parties. Donc il faut savoir écouter les professionnels quand on en a besoin. Et donc ils ont été sollicités et ils ont travaillé dessus. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on aura une... Quand il sera prêt, on vous présentera la chose. Oui, tout à fait. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, c'est des votes défavorables? Les abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 5. Alors 5, 6 et 7, elles sont concomitantes puisque 6 et 7 dépendent de la 5. Donc on va travailler sur la 5, forcément le reste suivra. Donc Thierry Métayer, le rapporteur. Retrait de la délibération modificative numéro 12 du 23 mai 2022 concernant l'approbation du plan local d'urbanisme à la suite des observations du contrôle de légalité. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 12 en date du 23 mai 2022, adoptant le retrait de la délibération, approuvant le PLU en date du 16 septembre 2021 et approuvant le PLU avec les modifications apportées au rapport de présentation, au règlement et aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU à la suite du courrier de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne. Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 7 juillet 2022 demandant de retirer la délibération numéro 12 du 23 mai 2022 car la délibération du 16 septembre 2021 est devenue définitive et ne peut donc plus être retirée au-delà du délai de 4 mois à compter de l'édiction de l'acte. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération numéro 12 en date du 23 mai 2022. Alors, rapidement, quelques petites explications, parce qu'on en avait déjà parlé l'autre fois. Donc, en fait, le déroulé, c'est ça. Quand on a approuvé le PLU, on a eu un courrier derrière nous disant « Attention, il y a quelques petites erreurs à l'intérieur, des erreurs matérielles pour la plupart, et puis une erreur à un endroit sur une densification pour être en conformité avec le ZEF. » Donc, c'était tombé pendant les fêtes. La préfecture avait mis déjà 2 mois et 3 semaines à nous répondre, et il fallait qu'on revoie avec le cabinet pour réécrire l'ensemble des documents. Donc j'avais écrit à la préfecture à ce moment-là en lui disant on ne sera jamais dans les délais, est-ce qu'on peut le faire plus tard par une délibération? Et c'est effectivement ce que la préfecture nous a répondu, oui, allez-y, faites comme ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand on a refait la délibération, effectivement, ni la préf, ni nous, ni le cabinet, enfin personne n'avait percuté qu'au bout de 4 mois et sans déferment du préfet, c'est ce qu'il n'a pas fait, puisque j'ai ici sous les yeux le courrier qui nous dit que, je vous en avais déjà fait lecture l'autre jour, le 6 avril, nous disait qu'au regard des certificats de publicité transmis en application des articles cette approbation du plan local d'urbanisme était exécutoire et produisait ses effets depuis le 27 octobre 2021. Donc on avait repris les 3 délibérations là qu'on va retirer, celle-ci et les 2 autres, sur le droit de préemption urbain et sur la relance de la modification, parce qu'on ne peut pas les faire sur la base de la délibération du 23 mai, puisque on a dépassé les 4 mois de délai et qu'au bout des 4 mois, cette délibération est devenue exécutoire définitivement, sans possibilité de recours dessus. Voilà. Donc c'est purement de l'administratif. Donc là aujourd'hui on les retire et on reviendra au prochain conseil pour relancer, mais sans s'appuyer sur le courrier du préfet, pour relancer une modification du PLU dans laquelle on pourra intégrer les quelques modifications, enfin les quelques corrections qui nous demandaient d'effectuer. Voilà pour l'explication. C'est d'être le plus simple possible parce que c'est souvent un peu compliqué et un peu alourdi. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Thierry, la suivante, donc elle est directement liée, comme je vous ai indiqué, puisqu'elle est liée au droit de préemption qui est lié à l'approbation du PLU. Retrait de la délibération numéro 13 du 23 mai 2022 relative à la modification du droit de préemption urbain, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 13 en date du 23 mai adoptant la modification du droit de préemption urbain à la suite de l'approbation du nouveau PLU,
vu le courrier de M. le Préfet en date du 7 juillet demandant de retirer la délibération numéro 12 du 23 mai 2022, considérant que la délibération numéro 13 en date du 23 mai 2022 faisait référence à cette délibération, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération numéro 13 en date du 23 mai 2022. Alors, on peut passer au vote là aussi. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté. Merci. Et la troisième, le rapporteur, c'est Franck Monod. Retrait de la délibération numéro 14 du 23 mai 2022 prescrivant la modification du plan local d'urbanisme. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 14 en date du 23 mai 2022 prescrivant la modification du PLU, vu le courrier de monsieur le Préfet en date du 7 juillet 2022 demandant de retirer la délibération numéro 12 du 23 mai 2022, considérant que la délibération numéro 14 en date du 23 mai 2022 faisait référence à cette délibération, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération numéro 14 en date du 23 mai 2022. Alors là aussi, est-ce qu'on peut passer au vote directement? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération suivante, le rapporteur, c'est Virginie Pouzic. Versement d'une aide financière à l'association Physocom Soninco Jando Loconté à la suite des inondations du mois d'août qui ont touché la Mauritanie et notamment la ville de Kaédi. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les inondations survenues dans la ville de Kaédi en Mauritanie en août 2022, notamment dans la nuit du 18 au 19 août 2022, à la suite de pluies diluviennes et qui ont provoqué de nombreux dégâts matériels, de nombreuses familles évacuées et placées dans des abris temporaires. Considérant que plusieurs quartiers ont été ravagés, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de verser une aide financière d'un montant de 500 € à l'association Physocom Soninco Jando Loconté afin de venir en aide aux habitants de la ville de Kaédi. On te fait grâce c'est un cadeau empoisonné. Petite explication, pour être très transparent, la ville de Kaédi est la ville natale de Tidiane, ici, il y a quelques années. C'est une ville qui n'avait pas vu la pluie depuis 43 ans, je crois. Hein. Donc vous voyez que les quelques pluies diluviennes ont certainement fait énormément de dégâts. Pourquoi on vous propose ça? D'abord par solidarité, puis parce qu'on en a la connaissance. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on était en train de travailler avec Tidiane et qu'on avait proposé à un moment ou à un autre peut-être de faire un projet de jumelage entre la France et la Mauritanie, et entre notre commune et cette commune de Mauritanie. Voilà. Donc on a pensé qu'il était important de peut-être démarrer les bases de ce projet de jumelage sur la solidarité, c'est-à-dire au moment où il y a une catastrophe d'un côté, d'essayer de venir en aide. Alors c'est pas une grosse aide, hein, mais voilà, c'est toujours ça, et je pense que si nous on avait une catastrophe, on serait aussi content d'avoir des gens, des amis autour de nous qui nous viennent en aide. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. Oui, moi j'avais une remarque concernant cette association. En fait, c'est une association qui n'a pas son siège social sur la commune. Or, on a voté il n'y a pas longtemps un règlement intérieur qui stipulait dedans qu'il fallait que l'association, pour pouvoir bénéficier d'une subvention, soit domiciliée sur la commune. Donc, on aurait aimé avoir éventuellement des documents, les documents qui sont obligatoires pour demander une subvention, c'est-à-dire savoir connaître les statuts de cette association et avoir un peu plus de précision sur cette association à qui on va quand même donner 500 € et qu'on ne connaît pas. Du coup, on aurait aimé avoir des précisions là-dessus. Et à la fois, pourquoi ne pas passer dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas contre le fait d'aider humanitairement
des pays qui sont dévastés, surtout que les catastrophes naturelles se multiplient ces dernières années et qu'il y a eu aussi la guerre en Ukraine. Donc on aurait aimé savoir pourquoi ne pas passer dans ce cas-là par le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales qui a été mis en place justement par le gouvernement pour avoir un retour, savoir par exemple si la subvention qu'on a donnée de 500 €, comment elle a pu bénéficier localement, avoir un retour et puis une assurance que cet argent est bien utilisé. Alors, merci pour votre remarque. Ce que je peux vous dire, puisque je me viens de me renseigner auprès des services, c'est qu'on a demandé à l'association, on a cherché un moyen effectivement d'être à peu près sûr que le don qu'on ferait serait utilisé de façon intelligente. Donc on a demandé à l'association un RIB et on a fait contrôler par le Trésor public. On a envoyé les coordonnées de cette association et on a demandé que le Trésor public nous donne un avis sur la possibilité de verser une subvention à cette association, ce pourquoi on souhaitait le faire. Et la réponse du Trésor public a mis quelques jours, mais ils nous ont répondu que oui, c'était une association véritable qui existait, ils avaient fait les contrôles nécessaires et nous disaient qu'on pouvait sans souci verser à cette association. Voilà. Après votre remarque sur le siège sur la commune, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est effectivement pour les associations régulières qui sont là et qui ont des subventions régulières et qui utilisent les bâtiments, etc. Quand on est dans le domaine de la solidarité, on n'avait pas... Oui, on a déjà par exemple donné, que vous avez voté, une subvention en polyloiserie parce qu'ils interviennent, parce qu'on a une interaction avec eux et leur siège social n'est pourtant pas sur la commune et ça n'a pas posé de problème. Voilà. Donc quand on veut passer outre, enfin, c'est ce que nous on va proposer ce soir, par solidarité, on est dans une situation où on peut effectivement le faire sans que ça pose problème. Voilà. Et sans jouer sur les mots, on parle d'une aide, on parle pas d'une subvention. Oui, c'est ça. C'est une aide ponctuelle, c'est pas une subvention. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc, 3. Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 aussi. 4 abstentions? Pardon. Les abstentions? Oui, 4 abstentions. Merci. Merci. Alors. Oui, je voudrais profiter quand même parce que c'est une situation catastrophique. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal qu'on se pose des questions. En tout cas, remercier la majorité municipale, celle qui a voté pour cette subvention, qui en fait constitue une goutte qui ne peut pas régler grand-chose, mais qui marque comme symboliquement la participation de la collectivité aux souffrances qu'il y a sur le terrain. En tout cas, merci à tous ceux qui ont voté pour cette subvention. Forcément, moi-même, je regarderai de près, parce que je ne suis pas à 500 € près, je regarderai de près comment est-ce que cette subvention sera utilisée sur place à Kéidi. C'est bien. Alors, oui. C'est comme tu as parlé, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez-y, Kylian, juste, c'est toujours délicat ces délibérations, parce qu'on parle évidemment de fonds humanitaires et qu'il n'y a pas de comparaison dans les fonds humanitaires. Le problème, c'est que ça reste de l'argent qui n'est pas d'une autre, et que du coup, il y a toujours une question de pourquoi un village en Mauritanie, quelle que soit la souffrance, par rapport à une guerre en Ukraine et à des associations qui s'investissent dedans. Pourquoi un tel? Et dans l'humanitaire, on sait qu'il y a de quoi faire, il y en a beaucoup. Et la difficulté, c'est de pouvoir ressembler. Du coup, si c'était... Et c'est pour ça que je ne suis pas intervenu, parce que je ne savais même pas comment me positionner. Comme tu en as reparlé, j'en reparle. À titre personnel, tu m'en parles dans 10 minutes, et j'y participe activement, parce qu'à titre personnel, je n'aurais pas la même démarche qu'à titre d'élu. D'élu, j'ai été sollicité par des gens qui disent oui, mais nous on intervient aussi pour tel type d'association, comment on fait. Voilà, c'est juste pour ça que, de par le peu d'informations qu'on avait sur ça, ça laisse toujours un doute. Et évidemment que pour aider, j'imagine que ce n'est pas ces 500 € qui suffiront, ce sera une goutte d'eau qui permettra peut-être, et je l'espère, je le souhaite,
Et voilà, c'est tout. Ok, merci pour votre intervention. Alors, l'ordre du jour est terminé, on va passer aux questions écrites. Donc, le groupe Alliance Pathusienne, je vous laisse poser votre première question. Depuis plusieurs mois, de nombreux habitants se plaignent de l'augmentation des actes de délinquance sur notre ville. Drogue, haine, armes, parfois armes à feu, tapage nocturne, agressions, chiens dangereux, alcool, tag, vitesse. Cette situation inquiète les Pathusiens, d'autant que la population augmente très rapidement, changeant ainsi la physionomie de notre ville. Quel est donc le bilan des interventions de la gendarmerie de cet été et quelles mesures avez-vous ou allez-vous mettre en place? Alors, la réponse, c'est Jean-Yves Gadet, adjoint à la sécurité, qui va vous l'apporter. Alors, je voudrais déjà revenir sur un des termes de la question. Donc, un des termes de la question, cette situation inquiète les Pathusiens, d'autant que la population augmente très rapidement. Donc, je vais préciser que la population n'augmente pas très rapidement. C'est assez régulier, puisqu'on a 6380 habitants actuellement, contre 6107 au dernier recensement INSEE. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Voilà. Donc c'est pas énorme. C'est relatif. Ensuite, vous parlez de la délinquance. Oui, je fais un peu dans le désordre, mais bon. On revient sur la délinquance. Vous tracez un tableau noir que je ne conteste pas. Personne ne l'a contesté. On a évidemment tous ces termes-là. On peut relativiser par rapport à ce qui se passe en France actuellement. Je rappelle qu'il y a eu encore un refus d'obtempérer à Nice cet après-midi, avec encore un flic qui s'est fait... voilà. Il y en avait eu un hier ou avant-hier. Donc il n'y a aucun respect de la loi, de la force publique, aucun respect. Donc on ne va pas dire qu'on reste les bras ballants à Saint-Battu, heureusement. On a les chiffres de la délinquance, effectivement. On les a. Il faut savoir qu'ils n'ont pas augmenté, mais ils sont stables. On ne parle pas des années hors Covid, hein, parce que là c'était un peu plus calme. Donc ces chiffres, malheureusement, on ne peut pas vous les communiquer. Mais vous pouvez les avoir par l'intermédiaire de la préfecture. Vous pouvez les demander. La mairie, on agit aussi, les élus agissent, monsieur le maire agit, moi j'agis, mais on n'est pas des shérifs, on n'est pas des gendarmes, on n'est rien du tout. Mais on travaille beaucoup en collaboration avec la gendarmerie et avec surtout la police municipale. Donc là, je ne pourrais pas vous donner non plus le bilan des activités que vous pouvez aussi obtenir auprès de la préfecture. Et si, monsieur le maire, vous permettez, je voulais rendre hommage à tous les PM et ASVP successifs qu'on a eu à Saint-Pathu, qui ont très bien travaillé, et surtout féliciter le PM actuel ainsi que son adjointe. Et vous allez voir, les résultats vont suivre et commencer déjà. Donc je pense que le tableau peut être noir quand on regarde comme ça, c'est vrai que... Mais bon. Après, on peut compléter en disant qu'aujourd'hui, on a deux PM, donc M. Valdivia et Mme Labo, qu'on a ouvert 2 autres postes. Donc on attend deux autres PM pour monter à 4, ce qui sera assez important et qui montrera la volonté de l'équipe municipale d'essayer de régler au moins une partie de ces problématiques. Et que aujourd'hui, le recrutement, je vais le dire comme ça, est un peu plus facile et un peu plus efficace, parce que vous avez, le conseil municipal fait confiance et autorisé à l'armement de nos policiers municipaux, et on avait dit que c'était probablement une des raisons pour lesquelles nous avions du mal à recruter, et ça se vérifie, puisque depuis que nous avons mis en place l'armement, nous n'avons jamais eu autant de PM et autant au moins de CV qui arrivent et de possibilités de recrutement. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais je pense que c'est important à dire. Votre question numéro 2, s'il vous plaît. Alors, depuis plus de 2 ans, les gens du voyage, depuis plus de 2 ans qu'ils sont installés sur le parking de Carrefour Contact, pouvez-vous nous informer du coût de cette installation pour les Pathusiens en matière d'eau, d'électricité, d'enlèvement des ordures ménagères et même du coût de la scolarisation des enfants, des familles, des gens du voyage, s'ils sont inscrits éventuellement dans nos établissements scolaires? Que comptez-vous faire? Alors, la réponse, c'est Thierry Métayer qui va vous l'apporter, adjoint d'urbanisme. Alors, on va commencer par la première partie de votre question. Donc, concernant le coût, pour la commune, ça n'a aucun coût, puisqu'on est sur un terrain privé, déjà.
mais on n'est pas sur un terrain communal et la compétence de l'eau, de l'assainissement, appartient à l'intercommunalité, donc à la communauté de communes Plaine-et-Mont de France. Bon, même si c'est sûr qu'au bout d'un moment, on doit certainement y participer, mais enfin, c'est quand même la communauté de communes qui doit régler ça. Et pour la partie électricité, bah, c'est au propriétaire, c'est le propriétaire qui règle ses factures. On n'a pas d'enfants, de gens du voyage scolarisés sur la commune. Et pour la deuxième partie, comment on compte faire? Alors, on est sur un terrain privé, comme je vous le disais, donc à partir du moment où on est sur un terrain privé, c'est comme s'ils étaient installés dans votre jardin. On n'a pas beaucoup de pouvoir pour pouvoir faire les expulsions, puisque ce n'est pas sur un terrain communal. Sur un terrain communal, ce serait peut-être un petit peu plus simple, même si on a vu que dans le passé, ce n'était pas forcément facile. Mais la communauté de communes Plaine-et-Mont de France s'est mise en conformité avec le schéma départemental, ce qui nous permet maintenant de pouvoir faire des expulsions forcées beaucoup plus facilement qu'avant, où la communauté de communes n'était pas en conformité. C'est pour ça que dans notre secteur, maintenant, à l'heure actuelle, on n'a plus d'installation des gens du voyage sur les terrains communaux, et si demain on doit en avoir, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir les évacuer. Pour revenir sur le terrain privé, on a fait tout notre possible pour contacter le propriétaire, mais le propriétaire est en Belgique, donc il vit pas ici, il ne voit pas forcément ce qui se passe. Alors toutefois, on a quand même saisi l'État, ce qui a permis de modifier des procédures et de permettre à la commune de saisir le préfet sur des nouvelles directives sont arrivées fin juillet et ça va aboutir à l'expulsion des gens du voyage. Ouais, ces nouvelles directives préfectorales permettent à la préfecture de se substituer au propriétaire quand celui-ci n'a pas donné l'autorisation écrite aux gens du voyage pour être sur le terrain de cette personne, puisqu'on a bien compris que c'était une histoire de menace en fait. La plupart du temps, ce sont des propriétaires soit terriens, soit des agriculteurs, et que quand on squatte leur terrain, si tu portes plainte pour que je sois évacué, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà. C'est souvent des menaces de cet ordre-là qui font que les propriétaires subissent l'occupation sans pouvoir, alors qu'ils ont la loi de leur côté, faire respecter celle-ci. Voilà. Donc la directive préfectorale qui est arrivée, alors c'est une directive nationale, qui est arrivée en juillet, permet de souffler un petit peu parce qu'elle nous a permis de saisir, de faire un dossier d'insalubrité. Et donc le préfet a reçu le dossier fin de semaine dernière. On a eu un contact, notre chef PM a eu un contact avec les gendarmes encore cet après-midi ou hier après-midi, je ne sais plus, où le dossier était transmis et où on attend l'arrêté d'expulsion dans les jours à venir. On espère le plus tôt possible, bien évidemment. Voilà, merci pour ces questions. On va passer aux informations que je voulais vous donner. Alors un petit point sur le personnel communal. Vous pouvez voir ici à droite, tout au bout de la table, Pauline Cornette, notre responsable communication événementielle et culturelle, qui a rejoint la collectivité il y a 2 semaines, 15 jours, voilà. Donc bienvenue à elle, et elle est déjà, vous verrez, dans beaucoup de manifestations, et elle travaille déjà sur beaucoup de sujets qui vont arriver assez rapidement. Vous faire un petit point, un petit retour sur la rentrée scolaire. Alors en priorité sur les effectifs, donc au jour de la rentrée, avec les dernières arrivées, les derniers départs, nous sommes à 543 élèves sur l'école Vivaldi, avec 21 classes. Ce qui nous fait en maternelle une moyenne à 26,86 et en élémentaire une moyenne à 25,34, donc ce qui sont des très bons chiffres, mais vous allez comprendre pourquoi après. Et à Pérou à 281, avec une moyenne en maternelle à 25 et une moyenne élémentaire à 25,86. Donc des moyennes tout à fait respectables qui baissent largement par rapport aux 28 que l'on pouvait avoir les autres années. Pourquoi? Parce que l'État a mis en place, alors qu'on avait de grandes craintes, puisqu'il l'avait déjà voté depuis 2 ans, et il n'avait pas réussi à le mettre en place. Il a rouvert des classes, alors qu'on nous a enfermé une en nous disant on n'aura pas suffisamment d'instituts. Non seulement on n'a pas fermé celle qui devait fermer, mais on en a ouvert 2 autres.
d'ailleurs prévu au mois de juin. Vous en conviendrez qu'avec les délais qui s'allongent, heureusement qu'on avait senti le coup venir, qu'on était un petit peu prévoyant et qu'on avait commandé en avance des tableaux numériques, du mobilier, etc. pour ne pas être à la ramasse. Donc ça c'est une bonne chose parce que donc aujourd'hui les classes de grande section CP, CE1 sont à 24 maximum et petite section, moyenne section CE2, C1 et CM2 à 28 maximum. Donc effectivement avec le nombre d'élèves, quand vous faites la division, vous apercevez qu'il fallait ouvrir des classes, c'est ce qui a été fait. On avait avec les directeurs, les instituteurs et les institutrices une grande peur, c'est de ne pas avoir toutes les classes qui soient pourvues à la rentrée. Et nous avons de la chance par rapport à d'autres, tant mieux pour nos enfants. La totalité des postes sont pourvus et affectés. Voilà. Ça c'est vraiment une bonne chose et c'était pas vraiment gagné. Comme l'année dernière, les centres de loisirs ont fermé 2 jours, les 2 jours qui ont précédé la rentrée, pour des journées pédagogiques, de façon à pouvoir se former, travailler ensemble et préparer l'année. Donc c'est quelque chose qu'on avait testé l'année dernière, qu'on a relevé cette année et qui perdurera dans le temps, puisque les équipes ont besoin de ce temps-là en dehors des enfants pour pouvoir préparer tout ça. On va continuer aussi les réunions famille, donc au lieu de faire une réunion Perrault et une réunion Vivaldi, il n'y aura qu'une seule réunion pour les 2 écoles le 27 septembre. Quelques petites difficultés avec le nouveau logiciel, puisqu'il y a eu quelques bugs, le nouveau logiciel de famille. Donc en fait on est en train de faire muter l'ensemble des logiciels de la commune qui étaient vieux pour la plupart, entre autres celui du périscolaire, vers un logiciel global, puisqu'on vous a fait voter la dernière fois, vous vous souvenez qu'on va changer de référentiel comptable, et que donc il fallait que l'ensemble des logiciels puissent être compatibles et surtout qu'ils puissent accepter ce nouveau système. Donc il y a eu quelques petites difficultés, mais ça s'est géré par téléphone avec les parents. Les quelques mails que j'avais eus, j'ai envoyé les parents vers les services et les inscriptions ont été faites en temps et en heure, les choses ont été rattrapées. Il y avait juste quelques petites inquiétudes pour certains, puisqu'en fait comme le logiciel était nouveau, il n'était pas connu. Donc quand les renseignements financiers des parents, entre autres les impôts sur le revenu, puisqu'on est en quotient familial, donc il y a des cases et des prix différents par prestation. Quand ce n'avait pas été renseigné dans la machine se mettait automatiquement au tarif le plus élevé. Donc il y en a quelques-uns qui ont cru qu'ils passaient de 3,10 à la cantine à 5,50. Pas du tout, c'est juste que c'était pas renseigné et que donc c'est rentré dans l'ordre tout à fait rapidement. On a installé aussi des détecteurs de CO2 dans les 2 écoles. On les avait commandés il y a un petit moment, mais bon voilà, comme tout le monde en voulait en même temps, c'était un petit peu compliqué. On a renouvelé une partie des vélos, comme vous avez pu le voir sur le post Facebook, avec la très jolie photo que j'ai faite avec le directeur et la bêtisière. On s'est bien amusé sur les vélos des enfants. On a renouvelé une partie des vélos de cours de récréation pour les tout petits. Et puis on va dire à Kelly Citadel-Velin qu'on continue à distribuer le gel hydroalcoolique, parce qu'on a eu une demande du collège et qu'ils sont venus chercher 20 cartons, je crois. Voilà. Donc on distribue, parce que là, alors c'est pas une date de péremption, mais on se rapproche de la date, alors il sera de moins en moins efficace. Oui, c'est ça. Voilà, il n'est pas nocif, hein, on peut l'utiliser au-delà de la date, mais bon, voilà. Comme tous ceux qui en ont besoin, quand on en a encore un stock assez faramineux, on distribue. Voilà, on est assez généreux là-dessus. On reviendra dans le conseil municipal, il faudra qu'on regarde ça de très près. On est sollicité par les services de l'État en ce moment pour nous demander ce que l'on compte faire sur les bâtiments communaux dès cette année pour essayer de réduire la consommation. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits ces dernières années. Sur le dernier contrat d'Alkia, il y avait des chaudières qui avaient été changées, des systèmes qui ont été modifiés. Cette année, c'était trop juste, mais dans le nouveau contrat, il y a la mutation de l'école Charles Perrault qui est entièrement en électrique, donc qui est très consommatrice. Alors, parce qu'elle est très peu isolée, hein, c'est une époque où on faisait beaucoup de baies vitrées, les architectes s'éclataient bien, mais aujourd'hui, voilà. Les
les vitrées à chauffer, c'est une catastrophe. Donc on va certainement être obligé dans un certain nombre de bâtiments, on va réfléchir, essayer de chiffrer tout ça, peut-être abaisser d'1 degré ou 2 degrés, ou peut-être réduire l'amplitude d'allumage et d'extraction du chauffage, ou de le réduire le week-end, enfin on ne sait pas encore, on est en train de travailler dessus, mais ce que vous allez faire tous à la maison et ce qui est recommandé, la collectivité va aussi le faire dans ces bâtiments, ça paraît logique. Il fallait s'y aller. Oui, pour info, sur la première vague d'augmentation, nous avons 117 000 € de plus. Voilà, c'est 127% d'augmentation, juste, et on n'a pas subi les augmentations qu'on va subir là maintenant. Donc voilà, déjà la première vague elle fait assez mal, donc forcément il va falloir qu'on trouve des solutions, parce que sinon, j'ai l'exemple d'un collègue que j'ai eu au téléphone d'une commune là, qui a sur son budget 600 000 € d'augmentation de coûts à trouver, il n'est pas capable de le faire. Donc, il est en train de se dire je ne vais pas payer mes factures, quitte à ce qu'on me coupe l'électricité, mais voilà, au bout d'un moment, ça va être un réel problème dans les semaines et dans les mois à venir si on n'a pas d'aide de ce point de vue-là. Petit retour sur les associations. Donc, la réunion des associations et le forum se sont bien passés, beaucoup de succès, beaucoup de monde. Des associations qui, dans l'ensemble, ont fait plein. Il y a encore quelques petites places à droite à gauche, mais ça fonctionne pas mal. Et puis une petite information, on avait il y a quelques années, pour des histoires d'effectifs et d'organisation de nos services, retiré la mise en place des tapis et des scotch pour quand il y a des manifestations dans le complexe. On remet en place ce service pour les associations de septembre à début mai pour les associations une fois, et après entre mai et les vacances, et le 14 juillet, on regardera s'il y a une association à ce moment-là qui a besoin. Ça dépendra de nos effectifs, parce qu'en fait c'est au moment où on a les tontes et toutes les autres manifestations. Et vous comprenez bien que l'organisation, ça prend un petit peu de temps, et donc l'organisation a été chamboulée. Donc dans le courant de l'année, on peut parfaitement les mettre, il n'y a pas de souci. À ces moments-là, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc les associations nous ont dit, pas de souci, s'il faut une fois dans l'année on le fasse, on le fera, voilà. Et par contre, si nous on veut le faire, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas d'absent, pas de gens en formation, pas de ceci, pas de cela, et qu'on n'est pas en retard sur notre programme de tonte, il n'y a pas de souci, on le fera avec grand plaisir. Dans les autres informations diverses, sur le recensement, donc on a eu les chiffres de l'INSEE là. Alors, nous on était à 6382, ils sont à 6378, donc voilà, on peut dire qu'on est à 6380. Voilà, on peut la poire en deux, à 4 près. Et sur, alors j'ai pas le chiffre là, mais 2380 adresses. On avait 2200, à peu près 180 adresses, donc ça correspond au nombre de choses qui ont été construites. Donc en fait, le dernier recensement avait lieu il y a 4 ans, donc ça fait 280 habitants de plus, ça fait 70 habitants par an. Voilà, c'est une croissance qui est parfaitement dans les cordes. On a le plaisir de vous annoncer que la signature entre les propriétaires à qui appartenait le terrain et la société Pierreval, avec qui on va faire la résidence senior, ont signé la vente du terrain le 31 août. Donc, comme le permis est délivré, les travaux vont démarrer. Alors, il y a au moins 2 ans de travaux, au moins 18 mois. Donc c'est pas pour tout de suite, mais enfin, c'était une des promesses de campagne, c'est quelque chose qui est enclenché. L'avancement du terrain de football synthétique, comme vous le voyez, on n'a pas pu le faire dans l'été, puisqu'on avait eu un recours gracieux auquel on a répondu assez rapidement. Donc les délais sont écoulés, on n'a pas de recours contentieux pour l'instant enregistré au tribunal. Normalement, on est hors délai, donc on va probablement pouvoir vendre le terrain et acter rapidement les travaux. Alors après, est-ce qu'on attend, on va voir avec le club de foot, puisqu'on n'aura très certainement pas le temps de faire les travaux avant, la totalité des travaux avant l'hiver. Donc est-ce qu'on démarre le terrain et qu'on le stoppe avec pas la possibilité de l'utiliser pendant l'hiver, ou est-ce qu'on attend le printemps prochain ou l'été prochain? Voilà, tout ça ce sera à voir avec les gens du club de foot. Pour l'instant, on n'en était pas là puisqu'on ne savait pas si on allait pouvoir faire ou pas. L'inauguration du parc canin, on a fait dans le parc des Petits Ormes. Alors ce sera pour un petit peu plus tard, on attend le mobilier qui doit aller dedans, banc et puis sac à crottes, etc. Et puis surtout, on est en train d'établir le règlement intérieur
qui sera affiché aussi à l'intérieur pour l'utilisation, de façon à ce que ça ne dérange pas le voisinage, de façon à ce que les animaux et les propriétaires soient protégés dans l'utilisation de ce parc en bonne intelligence. On y reviendra tout à l'heure dans les questions publiques parce que j'ai une question là-dessus. Aujourd'hui, quand ce parc canin sera en fonction, je préviens tout de suite que, compte tenu des événements qui se sont passés, la police municipale sera draconienne et intraitable sur la réglementation sur les chiens. C'est-à-dire que les chiens en dehors de ce parc devront être tenus en laisse, quelle que soit la taille. C'est la loi, c'est pas moi qui fais la loi. Et que les chiens qui sont catégorisés devront être promenés par le propriétaire, détenteur du permis, en laisse, avec muselière si c'est nécessaire, et avec sur eux les papiers qui concernent la dangerosité du chien, de façon à pouvoir justifier lors d'un contrôle. Voilà, c'est dit, les gens sont prévenus, on va être obligé de faire respecter la loi, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Dans l'ensemble des activités, alors si je voulais vous reparler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai ici, qui s'appelle Septembre en Or. Vous avez peut-être commencé à en entendre parler, vous avez vu les pancartes, c'est la première année où notre intercommunalité met ça en avant. Aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs, tout le monde connaît Octobre Rose, qui est un mois destiné au cancer du sein. Eh bien, Septembre en Or, c'est le mois qui est destiné au traitement des cancers pédiatriques sur les enfants. C'est une initiative de Barack Obama en 2012 aux États-Unis, qui a été reprise en France en 2015, et dont le pilote, c'est l'Institut Gustave Roussy à Paris, qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, on gère à peu près 83%, on sauve à peu près 83% des enfants, et il y en a encore à peu près 500 chaque année qui passent à la trappe. La mort fait partie de la vie, on en est tous bien conscients, ça nous arrivera tous un jour, on l'espère le plus tard possible, et surtout dans la nature des choses. C'est-à-dire que des grands-parents partent avant les parents et partent avant les enfants. Et quand des enfants partent avant les parents, ou avant même parfois les grands-parents, c'est pas dans la normalité des choses, et c'est insupportable, et donc il faut essayer de tout faire pour qu'on puisse étudier, travailler, à essayer de régler ces problèmes. Donc le Septembre en Or sur notre intercommunalité, c'est dans toutes les communes. Il y avait une pièce de théâtre hier soir dans notre CCB, qui en faisait donc toute la recette aller en don. On est en association avec l'association Tous avec Clément, qui est une association d'autistes. Le petit Clément est décédé il y a 10 ans, à l'âge de 4 ans, et c'est sa maman. Alors pour ceux qui sont dans la commune depuis longtemps, avec l'école Vivaldi, on faisait pendant des années des lâchers de ballons au stade. Voilà. Alors après on n'a plus le droit de le faire à cause de l'aéroport, mais bon, voilà, donc on continue les actions avec elle. On est très proche de Lucie et on l'aide dans son combat. Surtout, ce qui est important, c'est que, et ce qui est très intéressant, c'est que les dons sont répartis en deux parties. Une partie pour les chercheurs, pour essayer de effectivement continuer la recherche et trouver des solutions. Et puis la deuxième partie, elle est faite pour accompagner les enfants et les familles en fin de vie, pour leur permettre de passer les meilleurs moments possibles jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et donc on aura la possibilité pendant tout ce mois-ci, on va mettre une urne demain matin à l'entrée de la commune. Si vous souhaitez faire des dons, vous pouvez remplir des chèques à l'ordre de l'association Tous avec Clément, et nous lui remettrons, puisque la cérémonie de clôture sera le 29 ici au CCB, en présence des sponsors, du professeur qui dirige l'Institut Gustave Roussy, etc. Et on remettra symboliquement un chèque qui reprendra l'ensemble des sponsorings, des dons et des manifestations qu'on aura pu faire sur toute l'interco pendant ce mois de septembre. Donc voilà, soyez généreux, merci pour eux. Du 6 au 17 octobre, on aura le festival photo, et puis du 18 au 23, le salon de l'automne. Vous retrouverez le marché de Noël le 10 décembre, et puis entre-temps, on aura eu la cérémonie des diplômés le 23 septembre, et les nouveaux arrivants le 18 novembre. On aura aussi un don du sang le 1er décembre. Voilà. Et le week-end de jeudi soir, exact, qui aura lieu le 1er et 2 octobre. Je me le renote, donc week-end de jeudi soir, 1er et 2 octobre. De toute façon, vous avez toutes ces manifestations-là qui sont sur le petit livret qui a été distribué dans les boîtes aux lettres juste avant le forum, avec le programme culturel et tous les numéros importants sur la commune.
Alors, dans les questions publiques, puisque maintenant on les fait préparer, on permet aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir nous poser les questions à distance et par internet. Donc j'ai Madame Adam qui me repose la question, donc c'est effectivement la dame qui a eu son chien qui a été sauvagement attaqué et donc qui est décédé par la suite, qui a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc, je l'ai reçu, elle est allée voir les gendarmes, elle est allée voir la PM, moi je l'ai reçu, je l'ai rappelé au téléphone, je lui ai expliqué. Elle ne comprend pas pourquoi on ne fait rien, etc. Alors, je vais essayer de réexpliquer une bonne fois pour toutes et donner l'information à tout le monde pour que tout le monde l'ait. Qu'on soit d'accord avec ça ou pas, dans le code pénal, aujourd'hui, il est inscrit qu'une attaque entre un chien et un chien, il n'y a pas de codification pénale. D'accord ? Donc, il ne peut pas y avoir de dépôt de plainte, il ne peut pas y avoir derrière d'instruction du parquet. Quand c'est un chien qui attaque un être humain, oui, là c'est classifié, et oui, là il y a une responsabilité qui est engagée. Donc, ça ne veut pas dire que la loi est bien faite, peut-être faut-il la changer pour quand il y a des attaques entre animaux, mais aujourd'hui c'est comme cela. C'est donc pour cela que quand elle a essayé de déposer plainte, on lui a dit, les gendarmes n'ont pas pu prendre sa plainte. Et à la police municipale, quand elle est venue s'en plaindre, on lui a expliqué, on lui a dit, mais il y a une autre procédure, qui n'est pas une plainte en gendarmerie, qui est que vous pouvez déposer une requête auprès du procureur de la République, qui va se saisir ou pas de votre affaire, qui va vous dire non, c'est une histoire d'assurance privée dont vous vous débrouillez avec le propriétaire, ou qui va dire oui, il y a une dangerosité, donc je lance une procédure, je demande aux gendarmes une expertise du chien, et dans ce cas-là, je peux dire que les chiens sont, en l'occurrence ces deux chiens-là, sont déclarés, ils ont des permis de détention. Quand elle nous a demandé les noms, je lui ai dit je n'ai pas le droit de vous les donner, j'ai le droit de le répondre, de le donner au procureur ou au gendarme si je suis sollicité pour le donner, mais je ne peux pas le donner à vous comme ça plombe pour que vous alliez vous faire justice. C'est pas comme ça que ça fonctionne en France. Donc on lui a dit faites une plainte au procureur et nous derrière, ça m'est déjà arrivé. Pas sur la mandature précédente, mais sur celle d'avant, où on avait eu un incident comme ça avec un animal, et où le procureur m'avait demandé de diligenter d'abord une analyse comportementale du chien, qui avait révélé qu'effectivement le chien était dangereux, et dans ce cas de figure-là, la loi est claire, je dois prendre un arrêté pour décider de l'euthanasie. Ce qu'on avait fait, le propriétaire avait été en justice, il avait été dégoûté, parce que les choses avaient été faites dans l'ordre. Donc je vais expliquer à Madame Adam sur son cas, qu'à partir du moment où je serai saisi, je diligenterai l'étude comportementale, et qu'au moindre doute ou au moindre risque, si les chiens étaient dangereux, je prendrai un arrêté d'euthanasie comme la loi me l'autorise, je l'ai déjà fait, je n'ai pas de souci avec ça. Voilà. Donc je peux comprendre quand on est traumatisé, qu'au premier abord on ne soit pas content de la façon dans laquelle les choses se passent, mais on a dit, on a expliqué, oui c'est peut-être probablement trop long, oui, on est d'accord avec ça, seulement c'est la loi. La problématique c'est qu'en France on ne peut pas intervenir, c'est peut-être un petit peu grave, on ne peut pas intervenir en prévention, on est toujours obligé d'attendre la catastrophe et de réagir après. C'est malheureusement pas moi qui fais la loi, c'est pas non plus la police municipale, c'est pas non plus les gendarmes, donc on ne fait que appliquer les règles. On a Monsieur Richer qui nous a posé une question aussi, donc pareil sur les gens du voyage, donc j'y reviens pas parce qu'on a déjà répondu à la question, et puis alors qui pose une autre question parfaitement pertinente, mais qui est excessivement compliquée, auquel j'ai déjà répondu à un autre habitant, mais je vais lui répondre à lui, et comme ça, tout le monde pourra l'entendre pour ceux qui habitent dans ce coin-là, sur la rue du Poirier-Fourchu. En fait, quand vous arrivez au centre commercial des Sources, quand vous tournez dans la rue à droite, le trottoir de droite, c'est la commune de Lagny-Sec, c'est le département de l'Oise et c'est la région du Nord. Et donc, c'est un endroit où je ne peux pas intervenir. Et donc, quand on rentre, quand on sort, on est de notre côté, donc c'est à peu près entretenu, puis il n'y a pas d'arbres à couper. Mais effectivement, de ce côté-là de la route, il y a des arbres, il y a des trous. J'ai déjà saisi mon collègue de Lagny-Sec pour qu'il fasse des travaux, puisque la voirie lui appartient, sans réponse de sa part. Je dis à M. Richer, on va le relancer, on va lui demander d'entretenir la partie qui est effectivement sur le territoire de sa commune, bien que cette partie-là desserve uniquement des Pathusiens et pas des habitants de Lagny-Sec. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le système. On a la même chose avec, de l'autre côté du cimetière, avec la petite rue qui
nous emmène jusqu'au stop de l'autre côté, où il y a un petit trou derrière. Cette rue n'appartient pas à la commune de Saint-Patus, elle appartient à la commune de Boissy, à laquelle on a demandé de faire des travaux, et qui nous dit que cette rue ne dessert que des intérêts patusiens, donc il ne peut pas faire de travaux dessus, mais la voirie m'appartient, elle ne m'appartient pas à moi. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. C'est ce qu'on appelle des vides juridiques et des choses où le serpent se mord la queue et où on n'arrive pas à trouver de solution. Mais on va quand même essayer, puisque c'est notre rôle, d'essayer d'arranger les choses au mieux. Voilà pour les questions, je vous remercie. Donc je vais lever l'ordre du jour du Conseil et fermer la séance. Et vous retrouvez, on aura certainement besoin d'un conseil avant le dernier conseil de l'année, donc probablement aux alentours de novembre, fin octobre ou tout début novembre, et probablement un autre derrière, sauf si on est prêt pour l'ADN. À ce moment-là, on va peut-être faire deux pierres de coups, mais bon, c'est pas sûr. Voilà. Merci de votre attention, bonne soirée.